La science, avant, était vraiment perçue pour des scientifiques qui parlent à des scientifiques. Oui. Là où aujourd'hui, on a très envie aussi que le grand public comprenne les enjeux qui se cachent derrière, de biodiversité, de nature, d'environnement. Parce qu'on maîtrise un sujet que personne ne maîtrise. Oui. Mais si derrière, les gens qui non seulement payent la recherche, mais qui ne comprennent rien, donc finalement, ne se sentent pas concernés. Salut Aïna. Salut. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Bah écoute, très bien. T'es un peu trempée, ma pauvre, avec ce temps épouvantable. Merci d'être venue sur le plateau Mindset le Média. Bah écoute, première question, on va enchaîner. Est-ce que tu peux te présenter, Aïna ? Oui, avec plaisir. Je me définirais comme une exploratrice et conteuse du vivant. Exploratrice parce que toute la première partie de ma carrière, moi j'étais vraiment, tu sais, dans la recherche sur la biodiversité. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de faire de la recherche de terrain aux quatre coins du monde. Et conteuse parce que là, aujourd'hui, je me consacre à fond, tu sais, plus sur les conférences, les livres, les podcasts, sur le fait de transmettre tout ce que j'ai appris ces dernières années. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que tu peux juste nous définir la biodiversité, que ce soit clair, parce qu'on va pas mal en parler dans cet épisode ? Ouais, la biodiversité, c'est tout ce vivant qui nous entoure. Ça englobe tout ce qui va concerner les espèces et les environnements dans lesquels elles sont. Donc, animaux, plantes, bactéries, mais aussi ces écosystèmes qui les englobent, les rivières, les forêts, les océans. D'accord. Donc, ton parcours, en quelques mots, pour aller un petit peu plus dans le détail, entre ton métier d'aujourd'hui et quand tu es sorti d'école, tu peux nous raconter rapidement ton cheminement et comment est-ce que tu es arrivé jusque-là ? À la base, moi, je voulais faire de la recherche académique. Donc, j'ai commencé avec un prisme vraiment très académique sur le végétal. Moi, je travaillais dans un labo où on observait la manière dont des plantes résistaient au stress salin. Donc, j'étais très, très spécialiste. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu envie de faire de la recherche appliquée. Et donc là, j'explorais plein de sujets, pas une seule plante, mais des animaux, des plantes, des humains. J'ai commencé à travailler sur beaucoup plus de sujets en intégrant un grand groupe qui faisait donc des ingrédients pour la dermo et la pharma. Ok. Quelle entreprise ? Ça s'appelait Sequence. Je suis rentrée par l'entreprise qui s'appelait IDBio, qui s'est fait racheter par Novacap et qui ensuite est devenue Sequence. Donc je suis restée 10 ans par la même entrée, mais l'entreprise a énormément évolué en 10 ans et j'ai pu moi aussi prendre beaucoup plus de hauteur au fur et à mesure de mon poste. Au début, j'étais vraiment dans la recherche, R&D, et après, j'étais plus dans l'innovation, avoir des idées. Ok, très bien. Et à un moment, il y a eu un déclencheur, un basculement qui t'a fait sortir de tout ça. C'est quoi le déclencheur ? Écoute, je crois que pendant longtemps, j'ai pensé que pour changer ce monde, il fallait avoir des faits scientifiques. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est quand même plus les histoires qui font qu'on a envie de se bouger, se transformer. Le pouvoir des histoires, et c'est ce qui fait que je veux en raconter aujourd'hui des histoires, c'est que tu vas les retenir, c'est que ça va se multiplier beaucoup plus et se propager. C'est qu'émotionnellement, ça va jouer sur des leviers plus puissants. Donc, je concentre plus mon énergie là où je pense qu'on peut transformer peut-être notre société et relever les défis qui nous attendent. D'accord. En fait, est-ce qu'il y a eu un déclencheur précis qui t'a fait basculer ou plusieurs déclencheurs ? Parce que tu fais quand même pas vraiment la même chose maintenant. Non, en fait, je pense que je faisais déjà des conférences, moi, à l'époque, pour cette entreprise. Et j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai tenté un modèle qui était plus de raconter une histoire, plus storyteller, j'avais quand même beaucoup plus d'impact que quand je faisais mes présentations corporate quelques années plus tôt. Donc ça, c'était une première... c'est la première fois que j'ai senti quand même que les histoires faisaient que même d'un point de vue business, les gens retenaient mieux nos produits et nos innovations. D'accord. Le deuxième déclic, c'est plutôt le podcast. Moi, j'ai créé un podcast pendant la pandémie en 2020, comme un Français sur deux. Ouais. Non, mais comme beaucoup de personnes, j'ai créé un podcast. Qui s'appelle comment ? Il existe toujours ? Il s'appelle Bioinspi. Il existe toujours. Je suis moins active que quand je l'ai lancé, mais quand je l'ai lancé, c'était mon projet. Et j'ai adoré faire ça. Et c'était des épisodes de 10 minutes où je faisais des chroniques et je racontais l'histoire d'une espèce vivante. Génial. Le nom, pardon, du podcast ? Bioinspi. Bioinspi. Comme le début de Bioinspiration. Et la promesse, c'était, vous avez 10 minutes et je vous raconte une histoire sur une plante, une bactérie, un animal. Génial. Et là, j'ai senti que... Déjà, je m'amusais énormément à les préparer. Je passais un temps fou à créer ce format de 10 minutes. J'interviewais des chercheurs, mais il y avait un pouvoir créatif dans le son. J'ajoutais un peu des ambiances sonores pour immerger les gens. Et j'ai vu que je renouais même, si je suis honnête, avec un peu un kiff d'enfant. Quand j'étais petite, moi, j'adorais raconter des histoires. Avant même de savoir lire, je m'enregistrais, tu sais, sur les... On avait comme des posts audio où tu pouvais appuyer sur 2 boutons. C'était déjà du podcast avant l'heure, tu sais, mais sauf que je racontais des choses pas toujours intéressantes, mais j'ai retrouvé des montages où je passais des heures, tu vois, à raconter des histoires. Et le plaisir que je prends, je pense que c'est aussi parce que je me relie
à cette partie de moi qui, petite, adorait déjà ça, quoi. Oui, et puis tout le monde aime entendre des belles histoires. Donc, On a besoin d'entendre des belles histoires. Bien sûr. Alors, si j'enchaîne, quelle est, Aïna, toi, ta définition du mindset ? Le mindset, je le vois comme un état d'esprit que tu as individuellement, mais aussi tout ce qui va te connecter aux autres et à ce qu'il y a autour de toi. D'accord. Pour moi, il y a vraiment un mélange de comment tu vois, tu perçois les choses et le monde qui t'entoure et comment toi, tu décides d'agir dessus. D'accord. Donc, à la fois l'entrance qui t'arrive et ensuite comment tu vas toi-même en faire quelque chose pour le réexprimer en output. Ouais, c'est un peu la théorie, tu sais, quand on t'explique que tout le monde a des cartes différentes, tu peux considérer que tu as eu de la chance ou pas de chance, mais tu peux aussi te dire que quelles que soient tes cartes, comme un bon joueur de poker le dirait, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Ok. Moi, je crois un peu aussi à ça. C'est que quelque part, on a évidemment des destins qui sont plus difficiles que d'autres, mais quelque part, je pense qu'il y a aussi cette volonté d'agir dessus et de ne pas se laisser soit hypnotiser par des bonnes cartes, soit abattre par des mauvaises, quoi. Je comprends. J'aime bien la métaphore du jeu de cartes. Donc, tu as un jeu de cartes, tu ne le choisis pas. Et ensuite, tu vas tirer ton épingle du jeu pour en donner le meilleur, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est mieux si tu as 2 as au début. C'est quand même beaucoup mieux. Si tu pars avec un bon jeu et tu t'offres plus de chances de réussir ou d'atteindre des objectifs. Mais si dès le début, avec ton petit 2 et ton petit 7, tu as décidé que c'était perdu d'avance, c'est sûr que... T'auras perdu. Il y a quand même plus de chances que tu te mettes dans une conduite d'échec. Pourtant, j'aime pas ce discours juste dans la win, de dire que tout est, tu n'es pas maître de tout ce qui t'arrive. Mais en tout cas, si tu décides de composer avec ce que tu as, tu t'offres plus de chances d'en faire quelque chose de cool. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, ton mindset à toi, le mindset d'Aïna, c'est quoi ? Je crois que mon moteur principal, moi, ça va être de m'adapter. J'ai l'impression que le fait d'avoir une intelligence d'adaptation, ça va être ma force. Et ça, pour le coup, j'ai clairement un biais. Tu sais, dans le vivant, à la recherche, on te dit que l'évolution et les espèces qui sont autour de nous, c'est pas des espèces les plus puissantes ou les meilleures ou les plus fortes. C'est celles qui ont su s'adapter. Donc, j'ai un peu une obsession d'être toujours en mode reset par rapport au monde qui m'entoure et à la situation si elle évolue, de ne pas rester sur mon plan initial d'il y a un an, sous prétexte que c'était le plan prévu. Je suis assez adaptable. Donc c'est l'adaptation dans un monde qui bouge. Ouais. Et moi qui ne suis pas scientifique, c'est Darwin en fait. Oui, il y a un peu de ça, exactement. La théorie de l'évolution, c'est quelque part, on va avoir des nouvelles capacités au fur et à mesure que les espèces apparaissent dans l'arbre du vivant, et c'est effectivement parce qu'elle s'adapte bien. En fait, une espèce mal adaptée, elle peut être la plus performante à un moment donné. Oui. Si l'environnement change et qu'elle ne sait pas vite, entre guillemets, trouver des moyens pour s'adapter, et malheureusement, elle a beaucoup de chances de s'éteindre, quoi. Oui, elle est morte, alors que d'autres espèces qui étaient moins performantes, qui ont su s'adapter, vont pouvoir continuer à évoluer, à vivre et même à se reproduire et à être à grandir, etc. Exactement. Ça m'amène à un concept d'ailleurs qui t'intéressera peut-être, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est soutenu par quelqu'un qui s'appelle Olivier Hamon sur la robustesse. D'accord. Et sa théorie, c'est une théorie. Ce qu'il défend, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui cherchent uniquement la performance, à être le meilleur et le plus optimisé, plutôt que d'être dans la robustesse. Ça veut dire pouvoir réagir à toutes les casses qu'on peut... Enfin, les choses qui vont nous arriver. Les choses qui vont nous arriver, exactement. Et en fait, je pense qu'individuellement, il y a de ça aussi. Si tu es juste dans la performance et que tu es super optimisé pour la situation dans laquelle tu es, tu t'offres moins de chances de rebondir si l'environnement change. T'es plus fragile, ouais, exactement. Comme un trimaran ou un bateau de course au Vendée Globe, il va aller très 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 vite, mais il va être fragile parce qu'il est taillé pour la vitesse, et s'il se prend une vague un peu mal, on va tout casser, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Je fais un petit poke à notre amie Chloé Beauvalet qui m'avait parlé de la robustesse, et je pense que c'est un concept hyper important à notre époque, puisque aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on vit, il faut que les entreprises acquièrent cette robustesse au-delà d'une performance à un instant T, parce que le monde évolue en permanence. Exactement, et en fait, on va aussi faire des mauvais choix en voulant juste viser la performance pour la performance. Tout à fait. Alors, raconte-moi maintenant ton boulot aujourd'hui. Tu fais quoi ? Tu as claqué la porte du monde corporate, tu as monté ta boîte, et c'est quoi ton job aujourd'hui ? Tu fais quoi ? Mon job, c'est de raconter des histoires avec plein de moyens différents à ma disposition. Génial. Je le fais, ouais. Donc tu es une raconteuse d'histoire. Je suis une raconteuse d'histoire, c'est mon titre officiel, je devrais peut-être le changer. Ouais, d'ailleurs. Raconteuse d'histoire. Sauf que tu racontes des histoires sur un sujet qui, à la base, excuse-moi, souvent est chiant. C'est un peu la belle dichotomie que tu as fait, et tu as réussi à concilier quelque chose qui est assez rébarbatif
pour monsieur et madame Michu, et en même temps, tu vas le rendre sexy en racontant des belles histoires. C'est un peu ça ton concept ? Oui, il y a deux choses. Il y a le fait que ce soit chiant. Franchement, les médias, les livres, etc., eux-mêmes reconnaissent que parfois c'était traité de manière un peu genre, indigeste, quoi. Mais il y a aussi le fait que ce soit accessible. Il y a aussi eu un monde où la science, avant, était vraiment perçue pour des scientifiques qui parlent à des scientifiques. Oui. Là où aujourd'hui, on a très envie aussi que le grand public comprenne les enjeux qui se cachent derrière. Et donc, il faut arrêter de s'écouter parler en tant que scientifique en racontant des choses que personne ne comprend, avec notre ego qui est effectivement gonflé parce qu'on maîtrise un sujet que personne ne maîtrise. Oui. Mais si derrière, les gens qui non seulement payent la recherche, mais qui en plus ont besoin de comprendre ce qui se cache derrière, n'ont pas accès aux infos, pour moi, c'est un peu stérile, quoi. Je Donc, comprends. mon métier, c'est ça. Raconter des histoires, je le fais au travers des conférences, des livres, des podcasts, des chroniques. Et je fais en sorte de mettre à ma disposition tous les moyens pour que ça atteigne les entreprises qui ont besoin à leur tour de se raconter en tant qu'entreprise et de raconter leurs histoires scientifiques de manière un peu plus fun, et à la fois de toucher un grand public qui a très envie des fois de comprendre ce qui se passe derrière les enjeux de biodiversité, de nature, d'environnement, mais qui ne comprend rien, donc finalement ne se sent pas concerné. D'accord, génial. Le pitch est top en tout cas, hein, bravo. Écoute, je viens de l'improviser, là on le garde. Bah, tu le fais très bien. Des clients, tu peux nous citer quelques clients avec qui tu travailles ? Oui, je vais pouvoir te citer ceux qui ont déjà déclaré nos collaborations. J'ai fait une super conf pour Yves Rocher dans la peau d'une plante. Génial. Ils voulaient réunir leurs salariés pour qu'on raconte comment, finalement, derrière la matière première qu'ils utilisent, le végétal, c'était pas juste une matière inerte de laquelle on extrait des principes actifs. Et on s'est beaucoup amusé à faire un super format où on racontait les histoires des plantes de manière scientifique, mais qui peuvent inspirer aussi eux, leur communication et leur recherche. J'ai fait pas mal de formats pour les médias. D'accord. C'est arrivé par la CEC, la Convention des entreprises par le climat. Oui, bien et sûr. ça m'a donné accès après à des médias comme les Échos parisiens, comme la boîte à histoire. Tout cela était là dans la même pièce pour écouter finalement comment on pourrait raconter la biodiversité demain. J'ai travaillé aussi avec des entreprises dans le tourisme. D'accord. Là, je t'avoue qu'en un an, j'ai travaillé avec énormément de secteurs. Génial, bah, félicitations. Donc ça fait 1 an en fait. 1 an, exactement. D'accord. J'ai fêté mon anniversaire il y a 1 mois. D'accord. Il faut les fêter, hein, c'est important. Je les ai fêtés, crois-moi. On a fait un petit goûter d'anniversaire à la Climate House où je suis maintenant. D'accord. À la Climate House à Paris. Hein, c'est ça, ouais, okay. c'est un nouveau lieu avec les entrepreneurs engagés de demain. Et on a fêté ça. Et vous avez mangé des insectes ? On n'a pas mangé d'insectes, mais c'était dans des assiettes. Il y avait un thème biodiversité qui était très fort. D'accord, ok. Alors, biodiversité, moi j'ai plusieurs sujets sur ce concept. Biodiversité, on a compris ce que c'était, on l'a défini tout à l'heure. Maintenant, si on parle de biomimétisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Biomimétisme, c'est une approche qui te permet d'innover en t'inspirant de cette biodiversité, de cette nature, mais de manière durable. Souvent, on oublie cette dernière partie. C'est pas juste de prendre inspiration dans le vivant et d'en faire des superbes produits. C'est d'avoir toute une approche qui est aujourd'hui normée, qui passe par des étapes très complexes d'abstraction. Mais en gros, tu regardes un phénomène dans le vivant pour en extraire des principes pour innover. Et tu t'assures toujours pendant tout le long de la chaîne de valeur que tu as un impact du moins pas négatif, voire positif sur les écosystèmes qui sont concernés. Génial. Un exemple concret ? Le plus connu, ça va être le Scratch. D'accord. Il est bio-inspiré. On appelle ça d'ailleurs le velcro aussi, parce qu'il porte la trace du biomimétisme, de la bio-inspiration qu'il y a derrière. C'est un ingénieur suisse qui avait... son chien qui baladait, qui avait toujours plein de bardanes, la plante sur le poil de son chien, qui l'enlevait. Il a regardé par curiosité comment ça fonctionnait. Il a vu que la plante avait des crochets. Et il a fait ce fameux tissu, ce matériau en 2 parties. Vel pour velours et cro pour crochet. Ah ! Donc ça porte même dans son nom. Vel pour pardon. Vel pour velours, cro pour crochet. Génial. Ouais, pour ton prochain repas. Absolument génial. Ok, et un autre exemple ? T'en as plein. Le martin pêcheur, je te donne les plus connus. On pourra après aller dans des choses moins connues. Mais le martin pêcheur, c'est le Shinkansen, tu sais, le TGV japonais à grande vitesse. Et il ne se cache pas de s'être inspiré du bec du martin pêcheur qui va fendre l'air très rapidement pour améliorer les conditions de vitesse, mais surtout faire en sorte que quand il passe sous un tunnel, ce soit moins désagréable pour les passagers à l'intérieur au niveau acoustique. Génial, hyper intéressant. Et le mindset là-dedans, toi, tu crois que... est-ce que c'est un peu bizarre de dire que
par exemple, un caméléon ou une plante, on va pas dire que ça a un mindset, mais parce que c'est pas vivant. Donc, comment tu vois les choses quand tu dis on peut s'inspirer de la biodiversité, on peut s'inspirer des plantes ou des animaux. Alors, est-ce que tu penses que les animaux, ils ont un instinct déjà? Enfin, comment tu vois les choses sur ce sujet-là? Alors, c'est bien des espèces vivantes pour le coup, mais parler de comportement instinctif ou vraiment acquis, ça c'est souvent un débat. Ouais. Je pense, tu sais, notamment, moi, il y a un sujet qui m'a beaucoup animée, c'est l'automédication des animaux. Oui. Certains animaux savent se soigner avec les éléments de leur environnement. D'accord. Par exemple, moi, je m'étais pris de passion pour le cas du gorille qui mange une graine de maniguette, qui est une plante qui lui soigne le cœur. Et cette plante-là, il se trouve qu'elle fonctionne aussi chez l'humain. D'accord, génial. Si je te fais un raccourci de plusieurs années de recherche. Ouais. Mais là, derrière, souvent, on se pose la question de savoir si c'est un comportement qu'ils ont appris en groupe. Oui. Et est-ce que ça s'est transmis ou est-ce que c'est inné. Dans le cadre du gorille, ce serait certainement plus un comportement qui va se transmettre. D'accord. Mais tu vois, il y a des cas comme le papillon monarque qui a des comportements d'automédication ou de protection de ses œufs. Oui. Et comme il n'est jamais en contact avec son parent, vraisemblablement que c'est un comportement inné, puisqu'il n'est pas en contact avec un parent qui peut lui avoir appris ça. D'accord. Hyper intéressant. J'avais entendu aussi que, par exemple, certains oiseaux, par exemple la bécasse, qui est un oiseau migrateur, est capable de se soigner aussi elle-même. J'avais lu, on m'avait parlé de ça, de se faire un pansement quand elle était blessée. Enfin, en tout cas, les oiseaux, ce qui a été découvert de manière très récente, et ce qui est fou, c'est qu'ils ont des récepteurs olfactifs et qui sont capables de sentir et de reconnaître les plantes par leur odeur. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a même des oiseaux qui choisissent des plantes particulières pour leur nid, pour éviter du parasitisme. D'accord. Voire même, ils prennent de manière un peu plus triste, parfois dans notre environnement, nos mégots. Et ils les utilisent parce que la nicotine va aussi être utile pour éviter certains désordres pour leur couvée, quoi. Donc, ils utilisent des éléments de l'environnement naturel et de manière un peu plus triste, des fois des choses aussi qui sont dans la pollution. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir selon toi? Alors, c'est pas en 1 heure de discussion qu'on va pouvoir tout aborder, mais qu'est-ce qu'on peut retenir des choses qu'on aurait à apprendre des plantes et des animaux à travers justement l'entreprise aujourd'hui, la façon dont elle doit fonctionner? Peut-être qu'elle fonctionne mal aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que ça va pas bien en ce moment dans le monde ou en France, que l'économie est pas top. C'est quoi ton avis sur le sujet? Déjà, il y a 3 niveaux où tu peux t'inspirer du vivant. C'est effectivement le niveau technologique dont on a beaucoup parlé, le velcro, le martin pêcheur, tout ça, c'est technologique. Ouais. Il y a des leviers environnementaux où là, c'est comment éviter de gaspiller l'eau, l'énergie qu'on a à dispo. Oui. Et là, ce que tu es en train de soulever, c'est le levier qui est plus ce que moi j'appellerais du biomimétisme comportemental. Okay. C'est de se dire finalement le vivant n'est pas juste un geek de la tech qui a plein d'innovations technologiques, mais ils ont aussi des stratégies de comportementales qui sont vraiment sophistiquées. Je peux te citer 2 exemples que je cite régulièrement, mais qui sont assez parlants. C'est par exemple, si tu regardes le cas du suricate, c'est un peu le champion pour éviter le conflit. On sait qu'un suricate seul... un suricate, c'est quoi? C'est comme un petit chat sauvage c'est comme dans Timon et Pumba, tu sais, le roi lion, c'est cet animal qui pourrait ressembler un peu à une mangouste, qui est tout le temps un peu au taquet, comme ça, qu'on voit toujours qui a un potentiel charismatique assez grand. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il est vraiment capable d'éviter certains conflits. Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour lui qu'il se divise à cause de conflits. En termes d'évolution, ça n'aurait pas été un avantage. Ce qui fait qu'il a comme des stratégies pour éviter ça. Et si je te donne un exemple très pragmatique, si tu donnes à des suricates des sources d'infos différentes sur de la nourriture qu'il y a à disposition, ils vont faire en sorte de suivre chacune des pistes, ce qui fait que jamais un suricate, si je fais un peu d'anthropomorphisme, ne va être frustré que ce soit toujours les mêmes qu'on suive et va toujours, à tour de rôle, à un moment donné ou à un autre, pouvoir présenter aux autres du groupe sa source de nourriture. Donc il y a comme ça des mécaniques... Incroyable. Là, si je me mets en position d'humain qui interprète, tu vois ça comme une forme de leadership qui se promène, quoi. Il n'y a pas toujours un seul individu qui est suivi et qui a plus de leadership. Je comprends. Mais ça, c'est entre guillemets, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, selon toi, c'est quoi? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que parce qu'ils sont capables de moins être dans le conflit, ils se sont moins divisés, donc ils ont mieux survécu. C'est sûr que c'est une stratégie qui certainement les a amenés plus loin en termes d'évolution que si ils avaient moins développé cette stratégie qui se transmettait. Ils se retrouveraient à se séparer plus souvent, à moins se reproduire, et donc l'espèce serait moins
moins adapté à son environnement. Donc le sens du collectif poussé, on évite les conflits et du coup on reste groupir et ça nous permet d'être plus performants et de survivre par rapport aux prédateurs, par rapport aux dangers, C'est etc. ça. Tu donnes peut-être, si je devais faire une analogie, c'est qu'en entreprise, si tu donnes, ou dans une organisation de façon plus globale, ou dans une famille, mais si tu fais en sorte que chaque individu du groupe sache qu'il y aura une écoute à sa proposition et que ça va tourner et que quoi qu'il arrive, il sera suivi, ça crée une cohésion qui est beaucoup plus forte et moins de frustration et moins de conflits entre les individus d'un même groupe. Donc c'est un peu l'entreprise libérée, quoi. Écoute, on peut y voir une forme, ou alors juste de décider que ça se partage, que c'est sûr qu'il y a parfois en entreprise des personnalités qui sont plus charismatiques, qui parlent plus fort, qui arrivent mieux à embarquer avec elles les foules, mais il y a aussi parfois, moi je l'ai vu quand je travaillais en entreprise, dans mes équipes, des perles, vraiment des gens qui ont des idées et vraiment une façon de penser qui nous emmènerait parfois dans des directions très intéressantes, mais qui n'auront pas leur fameux tour pour être écoutés et être suivis, quoi. Je comprends. Si on prend un autre exemple un peu plus dur justement sur les plantes, je vais prendre un exemple un peu dur sur une espèce qui est un animal, mais qui devient mi-animal, mi-végétal en fait, qui est l'Élysie émeraude, c'est une limace de mer. Une limace de mer, ok. C'est une limace de mer, elle est très belle, elle va être verte parce qu'en fait, elle a trouvé le moyen d'aller voler aux algues leur chloroplastes. Okay. Les chloroplastes, c'est ce qui permet de faire de la photosynthèse. Ouais. Donc normalement, un animal n'est pas censé faire de la photosynthèse. Ouais, je comprends. Mais elle a trouvé un moyen de garder ses chloroplastes qu'elle va manger via les algues. D'accord. Ce qui fait qu'elle fait de la photosynthèse, ce qui n'est pas censé être possible pour un animal. Et ça, moi, cette analogie, quand j'étudie vraiment cette espèce-là, j'y vois comme une capacité aussi à aller chercher dans un domaine qui n'a rien à voir avec le tien au départ, des idées, des mélanger deux concepts qui n'ont rien à voir et de devenir une sorte d'hybride, mais qui finalement a une nouvelle fonction qui était pas prévue au départ, en tout cas. Incroyable, c'est de l'open innovation. C'est ça, moi je le vois comme ça, exactement, et de se dire, moi je suis dans ce domaine-là, je me suis toujours nourrie de la même nourriture, mon entreprise a toujours eu les mêmes données d'entrée pour innover. Si je vais m'intéresser à quelque chose qui n'a rien à voir ou des capacités où au départ je ne suis pas faite pour les avoir, est-ce que ça ne va pas m'amener à un niveau qui était non prévisible, quoi. Je comprends, c'est un super exemple. Et est-ce que est-ce que c'est inné? Il y a eu un déclencheur scientifique qui ont fait que cette limace a évolué? Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, au début, elle ne faisait que les manger et au fur et à mesure, elle les a gardés. Donc, par la force des choses et des moteurs de l'évolution, elle a gagné cette capacité, certainement par des phénomènes de mutation qui fait que c'est un peu un accident qui fait qu'elle a pu garder ses chloroplastes, mais qui lui a tellement été un avantage pour elle qu'elle s'est mieux reproduite, donc elle a transmis ce caractère à sa descendance. Je comprends. Et là, tu parles sur plusieurs centaines ou millions ou milliers d'années? Oui, c'est très long. En fait, tu as des acquisitions qui peuvent être plus courtes, mais il faut considérer que souvent, quand on parle d'évolution des espèces, il y a plusieurs phénomènes qui s'ajoutent les uns après les autres. Et si ça confère un avantage sélectif, la plupart du temps, si ça le fait, tu vas pouvoir avoir une capacité à mieux te reproduire et à mieux survivre, qui fait que l'espèce se pérennise et à nouveau peut avoir d'autres sauts évolutifs. Ok, hyper intéressant. Et j'aurais aimé te parler des arbres, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. On en fera un autre, on fera un autre podcast spécial arbre. Vidéo. Ouais, parce que les arbres, c'est fascinant. Là, je fais tout un cours en plus pour Sator là-dessus sur le génie végétal. J'ai 10 heures. 20 épisodes à enregistrer, donc je vais être... Génial, tu nous mettras les liens qu'on pourra partager avec nos auditeurs. Quelle est aujourd'hui ta définition de la culture d'entreprise et pourquoi, selon toi, c'est important? Avant, j'avais une vision un peu plus individuelle de la culture d'entreprise, des performances qui s'ajoutaient, qui se cumulaient. Là, je commence à me rendre compte que j'ai une vision un peu plus écosystémique. En fait, là, je regarde souvent une entreprise et sa culture comme... Encore une fois, je suis désolée, je vais avoir un biais, tu vas dire que je suis folle, mais comme la biodiversité, c'est-à-dire que c'est parce que dans le monde du vivant, il y a plein de choses qui coopèrent, qui sont dépendantes les unes des autres et qui font que chacun trouve sa place et sa spécificité dans tout l'environnement, que ça fonctionne. Et de plus en plus, pour moi, une culture d'entreprise qui a des chances aussi là, de durer, c'est une culture d'entreprise qui va aussi s'intéresser, prendre de la hauteur et évaluer dans ses objectifs ou dans sa culture d'entreprise qu'est-ce qui se passe
pour un ensemble, une équipe, voire toute l'entreprise, plutôt que de faire ce qu'on fait beaucoup, qui sont des entretiens de performance individuelle, où on cherche à comprendre si chacun remplit bien son objectif. D'accord, si j'essaie de reformuler, c'est une sorte d'écosystème, Ouais. une culture d'entreprise qui n'est pas... et une culture d'entreprise qui marche, c'est un écosystème qui n'est pas renfermé sur lui-même, mais qui est ouvert avec plein d'interdépendances sur des acteurs extérieurs. C'est bien ça ça? peut être vers l'extérieur et même au sein de ton entreprise. Des fois, on a tendance à se dire que si on a un très bon directeur des ventes, une très bonne directrice marketing, direction RSE, que tu as des performances individuelles qui sont au bon poste avec leur bon niveau de compétence et qu'on évalue chaque année en leur mettant leurs bons points ou pas. Oui. C'est ça qui fera que l'entreprise sera potentiellement aussi en situation de réussite. Alors que dans les faits, j'ai quand même le sentiment que tu as parfois des entreprises pour lesquelles ils n'ont pas pris des numéros 10 pour chaque team, mais il y a une telle façon d'avoir choisi des zones, on va dire des niches écologiques bien complémentaires, et chacun s'est bossé ensemble et décuplé tout ça, que l'entreprise finalement parfois en tire plus de bénéfices que d'avoir juste pris des champions qui individuellement sont des... C'est un peu comme le foot, alors là je vais être nulle en métaphore de foot. Non mais alors j'y pensais, je suis pas un gros fan, mais c'est pas grave. C'est l'histoire du PSG avec les Mbappé et co, qui sont que des numéros 10 et qui ensemble ne réussissent pas à gagner. C'est exactement ça. Alors je te dis, mes compétences sportives vont s'arrêter maintenant, mais je pense que dans ce que j'entends, les gens qui commentent ce type d'équipe qui sont formés qu'avec des champions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut ne pas prendre parce que chacun quelque part est bon à son niveau, mais il y a un sens du collectif qui est inexistant. Oui, tout à fait. Et ça c'est un bon exemple. Et le contre-exemple qui a très bien fonctionné, c'est la façon dont Nathalie Bala a redressé avec son compère, dont j'ai oublié le nom, La Redoute. Et en fait, ce sont des gens, je l'avais rencontrée et j'aimerais bien la recevoir un jour ici sur le podcast. Si tu nous entends. Voilà, si elle nous entend, Nathalie, on vous invite quand vous voulez pour nous raconter votre belle histoire. Nathalie m'avait dit, en fait, nous, individuellement, on n'est pas des numéros 10, on se dit pas exceptionnel, mais ensemble, la puissance du collectif, on a réussi à retourner l'entreprise parce que le tout que l'on formait ensemble nous a permis de réussir. Donc c'est exactement ça. Ouais, t'as raison, ça rejoint ça. Tu nous as parlé aussi dans nos échanges, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai utilisé Siri et j'ai écrit les zones bleues et en fait j'avais dit les hommes bleus et en fait je parlais des zones bleues qui était un de tes sujets de recherche importants. J'aimerais bien que tu puisses nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce concept et en quoi il est hyper intéressant sur notre sujet. Écoute, les zones bleues, c'est les régions dans le monde, il y en a 5, dans lesquelles on estime qu'il y a une proportion de centenaires qui est un peu surélevée. Donc 5 zones bleues. Zones bleues, pour la petite avec histoire, un Z, voilà. Avec un Z. Les hommes ne sont pas bleus là-bas, voilà. malheureusement. Sinon, c'est Avatar. Sinon, c'est Avatar. Mais mon partenaire de recherche à l'époque, qui s'appelle Michel Poulain, elle s'appelle ces zones bleues comme ça grâce à lui, parce que c'était un démographe qui, à chaque fois qu'une zone était certifiée comme ayant des centenaires de manière démographiquement très élevée, il entourait sur la carte géographique avec un feutre bleu. Okay. Et quelque part, il y a 5 zones aujourd'hui qu'on considère rentrer dans cette définition-là. Tu as Okinawa au Japon, qui est une île. Tu as Ikaria en Grèce. Okay. Tu vas avoir la Sardaigne, il y a 2 villages en Sardaigne. Le Costa Rica, la péninsule de Nicoya. Et Loma Linda. Et dans ces 5 régions... Loma Linda, en Californie. Ok. Et dans ces 5 régions-là... Et pardon, ce sont que des îles, sauf une ? Ouais, c'est ça. Alors, oui, ce sont que des îles, sauf une. Exactement. Okay. Oui, t'as raison. Mais des fois, ce sont des villages au sein des îles. Okay. Il y a des subtilités. D'accord. Mais t'as raison, c'est souvent... même au début, les gens pensaient que c'était associé à la mer, zone bleue pour associé au milieu marin. Mais en fait, c'est vraiment sur un critère de démographie, parce qu'il y a plein de régions qui considèrent qu'elles ont des personnes de 368 ans, mais on ne peut pas le vérifier. D'accord. Donc ça complexifie la recherche. Peut-être qu'ils ont vraiment cet âge-là, mais tant que personne ne peut le vérifier, oui, bien sûr. on va... 368 ans quand même, c'est assez vieux. Ouais. Ça ferait, mais qui sait. Mais en tout cas, c'est pas vérifiable. Mais ce qui a été vérifié dans ces régions-là permet de se dire, OK, il y a un phénomène intéressant à explorer. Oui. Et alors, quel est le phénomène ? Le phénomène intéressant, c'est qu'a priori, ça croise plusieurs facteurs. Il n'y a pas un
facteur miracle pour être centenaire. Si je te résume ça, je te résume beaucoup d'années de recherche de plein de camps adverses différents. Mais en gros, il y aurait un facteur génétique, évidemment, mais aussi un facteur environnemental. L'environnement dans lequel tu évolues influence ça. Il y a un facteur d'hygiène de vie. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu es exposé à une radioactivité? Ça change la donne. Et le dernier, qui va t'intéresser, je pense, qui est le facteur psychosocial. C'est-à-dire, finalement... le lien que tu as avec les autres, le rapport à la famille, le rapport parfois à Dieu, le rapport à l'amitié, aux liens sociaux. Et pour être très honnête, moi, je venais avec ma casquette plutôt ethnobotanique. Je venais faire des enquêtes sur ce que mangeaient ces centenaires, dont des plantes qui pourraient contribuer à la longévité. Et ce qui m'a quand même le plus sauté aux yeux, c'est le lien aux autres. C'est-à-dire que ces centenaires étaient très souvent non seulement en lien fort avec leur écosystème familial, leur famille. Avec des gens, des humains. Ils étaient importants et considérés dans leur famille. Mais dans des pays comme au Japon, à Okinawa, il y avait en plus des structures de soutien émotionnel en plus, comme le moai. C'est un concept qui consiste à avoir des groupes. C'est pas vraiment des amis, c'est des groupes que tu vois, par exemple, une fois par semaine. Vous allez peindre ensemble, chanter ensemble, partager des recettes et qui créent comme un soutien psychosocial qui fait que la santé est améliorée. Il y a des études fascinantes sur comment ce genre de pratique et de lien aux autres améliore les paramètres purement physiologiques de santé. Incroyable. Donc si j'essaye de récapituler, ça veut dire que dans ces zones bleues, nous avons non pas des hommes bleus, mais des centenaires qui, au-delà génétiquement d'être peut-être un peu plus chanceux que d'autres hommes ou femmes, ont une nourriture plutôt saine. Le troisième critère, c'est quoi? Un environnement plutôt favorable. Ils sont rarement exposés. C'est rarement à Hiroshima que tu auras une zone bleue qui sera identifiée. Et surtout, en fait, c'est l'interaction avec leur environnement et les interactions sociales et humaines qui vont faire qu'ils vont pouvoir vivre plus vieux. Exactement, et c'est certainement les quatre mélangés. Là, tu as des spécialistes du microbiote qui sont en train de regarder si c'est par là. Aujourd'hui, ils sont ces zones-là sont très étudiées. Mais c'est les 4 leviers qui sont aujourd'hui, en tout cas, le mieux documentés dans la littérature scientifique. Alors, si je suis un peu violent, ça veut dire que quand on met une personne âgée dans une maison de retraite et qu'on ferme la porte à clé et que ça sent le pipi partout, et qu'il ou elle est maltraité par les infirmières, la durée de vie va chuter drastiquement? Alors, j'ai pas d'études qui le soutiennent, mais vu ce que j'ai observé sur place, c'est la première chose que j'ai pensé comme toi. C'est que je me suis dit, certainement qu'en France, on fait pas ce qu'il faut dans la majorité des cas pour assurer une longévité à nos anciens. Mais c'est presque une question de vision de nos anciens. C'est-à-dire que en Europe, en tout cas en France, il y a parce que c'est moins le cas dans certains pays méditerranéens, mais en France, on peut voir parfois le plus ancien de la famille comme un poids. Et effectivement, essayer de différer le problème en le déplaçant dans une maison de retraite. Mais clairement, on leur offre beaucoup moins de chances de vivre longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on a des centenaires en maison de retraite. Donc, ce n'est pas une science exacte, puisqu'il y a quand même les 3 autres facteurs dont je te parlais. Mais clairement, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la manière dont on considère nos anciens. Mais donc, ça veut dire que c'est probablement culturellement, en France, par rapport à ces zones bleues, on a une culture et un point de vue différent sur l'ancien qui, d'un côté, il faut le mettre de côté parce qu'il est plus bon à rien et qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Et dans les zones bleues, on a des gens qui sont vraiment, qui font partie du tissu social et de la société et qui, du coup, vont pouvoir s'épanouir plus longtemps, donner, et je reviens au biomimétisme et à la biodiversité, finalement, vont accélérer la qualité d'un écosystème de qualité. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire là, il y a vraiment... Quelque part, on va toucher à la perception du vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a plein de sociétés, des communautés auxquelles j'ai pu parler, où la perception du vieillissement n'était pas du tout la même que la nôtre. Que ce soit sur un aspect purement esthétique, physiologique, ou même la question du statut social. D'accord. Donc là, ça sort de mon champ de compétences, mais sociologiquement, on sent aussi que dans certaines sociétés comme les nôtres, le statut social va basculer au moment de la retraite, par exemple. Pour des hommes ou pour des femmes, c'est très compliqué de passer d'un statut où on est directeur, où on a une position, en tout cas pour la famille, qui est en une position haute. Et la retraite peut signifier parfois le fait de basculer et d'avoir une chute dans ce rôle social au sein de la famille. Et il est plutôt bien étudié le fait que ça
ne joue pas en faveur d'une bonne santé. Et c'est ce qui expliquerait, entre autres facteurs, que peut-être on ait aussi des maladies parfois qui se développent, mentales ou physiques, au moment où cette bascule peut se faire. Donc, si je suis provocateur, la retraite à 63 ou 65 ans, en fait, il faut interdire la retraite pour que les gens... Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? En fait, je pense qu'il faut plutôt se dire, peu importe l'âge de la retraite, en faire quelque chose, et peut-être que de ne pas se définir par rapport à son poste, c'est hyper important, parce que là où cette bascule se fait, je pense que si socialement tu ne nourris que si aux yeux des autres, de ta famille, de tes proches, tu n'existes que pour ton intitulé de poste, ton compte en banque, etc. Alors là, je rentre dans des considérations et des croyances. Hein. Oui. Je suis plus du tout dans la science, mais pour moi, si tu nourris autre chose pendant toute ta vie qui fera que retraite par retraite, tu es suffisamment nourri d'un point de vue statut social, égo, et savoir ce que tu as comme valeur pour ne pas ressentir cette bascule, j'aurais plutôt tendance à favoriser ça, parce qu'il y a aussi des gens qui sont retraités et encore plus heureux et qui ne vont pas ressentir ce phénomène de bascule, encore une fois, et pour qui ça se passera mieux. Donc j'encouragerais plus la manière dont on perçoit la retraite et la manière dont, quand ça nous arrivera, on va la vivre, qu'à la retarder. Je comprends. Donc finalement, oui, peut-être que le mot en lui-même est dangereux, puisque la retraite, on se met un peu de côté. Oui, t'as raison. Donc ça serait peut-être, il faudrait déjà peut-être changer ce mot-là, puisque on est binaire en France. Voilà, t'es actif ou t'es retraité. C'est vrai. Ok. Et il y avait un autre point qui m'avait pas mal marqué quand on avait discuté ensemble. On parlait aussi de la perception justement du vieillissement, et on parlait de l'homme et de la femme qui étaient inégaux devant le vieillissement, et on parlait justement quand une femme arrive à un certain âge, elle est peut-être moins regardée par les hommes parce qu'elle commence à avoir des rides, etc. Donc tout ça vient aussi d'un ancrage culturel de ce que c'est qu'un homme ou qu'une femme belle ou beau ou jeune. C'est quoi ton point de vue là-dedans ? Tu pourrais tu te souviens de cette conversation ? Oui, je m'en rappelle. En fait, ce que j'en pense, et là aussi, c'est étayé. Je m'étais intéressée un peu aux neurosciences de la perception du vieillissement, mais les neurosciences, ça sort de mon champ de spécialité. Mais ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui a fait aussi du tort à cette vision sociale des femmes, c'est que le marketing des marques qui proposent des solutions contre le vieillissement a sous-entendu qu'à passer un certain âge, on n'était plus suffisante et qu'il fallait absolument corriger cette peau qui, de toute évidence, allait vieillir, à moins de passer sur le billard. Oui. Et quelque part, ce qui est connu, c'est qu'aussi le fait de se percevoir âgé n'aide pas le vieillissement. Ça s'appelle la théorie des stéréotypes. Donc se percevoir, attends, j'arrête 2 secondes, se percevoir âgé accélère le vieillissement, c'est ça ? Alors, ce que j'avais lu, une étude là pour le coup, c'est hyper intéressant. Là pour le coup, c'est documenté. C'était une étude qui cherchait à comprendre dans les perceptions hautes du vieillissement et les perceptions basses. Donc, ils avaient pris les extrêmes. Ils avaient analysé la longévité sur plusieurs années et ils étaient tombés à la conclusion qu'on était autour de 7 années et demie de différence de longévité. Ce qui est colossal. C'est colossal. Et ils s'étaient amusés. Alors, c'était de la recherche, hein, mais ils avaient regardé comment, en allant chercher à renverser ce phénomène-là, avec 3 groupes. Un groupe placebo pour lesquels on ne fait rien de spécial. Un groupe sur lequel on leur dit tous les jours, vous allez voir vieillir, c'est génial. Je crois que c'était un programme de plusieurs semaines, de 7 semaines. Mais les gens se sentent un peu manipulés. Et un 3e groupe où c'est implicite. On leur montre des vrais exemples de vieillissement qui sont des modèles et qui sont réussis. Voir la différence qu'il y avait sur les composantes physiologiques. Le groupe placebo, il ne se passe rien. Le groupe où c'est un peu trop explicite, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, ce n'est pas significatif. Et le groupe qu'on a essayé de convaincre de manière beaucoup plus subtile et implicite que vieillir, ce n'était pas une fatalité, ils observaient dans les composantes physiologiques mesurées une amélioration. Donc, leur conclusion, et il faudrait faire des méta-études sur encore plus d'années, c'est que quelque part, la manière dont on se perçoit vieillir et la manière dont on voit le vieillissement impacte notre vieillissement. Incroyable. Et j'en reviens au mindset, c'est-à-dire que nous, on dit chez Mindhunters qu'il y a des gens, il y a des candidats qui ont un mindset de 40 ans,
et en fait, ils peuvent avoir 50 ou 55 ans ou avoir 30 ans et avoir un mindset de 40 ans. Donc, c'est la façon dont on se perçoit soi-même. Et l'âge qu'on a finalement sur sa carte d'identité, il y a l'âge qu'on a de nos artères réelles ou de notre cerveau ou de notre cœur. Mais l'âge mental, c'est quelque chose de différent. Et si ça peut nous permettre de vivre plus vieux, en meilleure santé et avec plus de gaieté, voire de bonheur, c'est le pied. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux pas se dire que tout ira mal quand on va vieillir, parce que c'est le meilleur moyen, même si scientifiquement c'est pas si droit, blanc et noir, Bien sûr. mais c'est le meilleur moyen de pas vieillir dans les meilleures conditions. Alors que on s'offre plus de chances, selon la science sur ce sujet, de vieillir en bonne santé quand on pense que c'est une voie possible. Mais là où tu as raison, c'est que tu parles de tout ce marketing où en fait on va implicitement dire aux femmes, mais aussi aux hommes, qu'en fait on va leur proposer des choses anti-vieillissement. Exactement. Donc sous-entendu, c'est mal de vieillir. Il est là le problème. C'est tout le problème. Il y a vraiment un problème là aussi de messages qu'on renvoie aux consommateurs, et à la fin on sait que c'est en jouant parfois sur ce genre de levier qu'on fait acheter plus de produits. C'est toujours ce marketing, tu sais, de la peur ou du culpabilisant. Ça a été des leviers qui étaient éthiquement acceptés et qui faisaient que certaines industries pouvaient mieux vendre quelque part. Oui. Mais je trouve qu'il y a quand même, pour en avoir touché du doigt certains des gens qui travaillent dans ces industries-là, il y a une prise de conscience assez puissante sur le fait que l'objectif à la fin, c'est plutôt de parler d'harmonie dans le vieillissement et de ne pas empêcher ni les hommes ni les femmes de vieillir, mais que ça se fasse de manière harmonieuse. Je comprends. Et si je reviens aux animaux, pas aux plantes, pas aux végétales, le vieillissement, est-ce qu'ils le perçoivent ? Est-ce qu'ils s'en rendent compte ? Parce que physiquement, un vieux lion ou une vieille lionne court moins vite qu'un jeune lion. Est-ce qu'ils s'en rendent compte, entre guillemets ? Est-ce qu'ils le vivent mal ou bien ? Écoute, ça, je suis pas sûre qu'on ait la capacité à arriver à ce niveau d'interprétation, parce qu'en fait, le risque, c'est toujours ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est le risque de projeter nos émotions et nos sentiments sur les autres espèces, mais j'aurais tendance à te dire qu'il y a des espèces qui s'en sortent mieux d'un point de vue vieillissement, et sur le plan évolutif, on ne pourrait pas dire si ça a été... Voilà. En tout cas, on sait que c'est des accidents qui se cumulent, qui font que les espèces sont mieux capables de résister au stress du vieillissement. D'accord. Tu prends le rat taupe nu, je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Non. C'est un animal Le rat ? Le rat taupe nu. Ok. Si je te la fais, je sais essayer de te le décrire, ça ressemble à une taupe, mais qui a quasiment pas de poils, qui est pas très jolie, mais qui est une championne pour résister au stress qu'est le vieillissement. Elle va développer très 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 peu de cancer. Elle va avoir des cellules qui sont capables de se réparer à un temps record. Donc on a vraiment des animaux qui sont des super champions de la longévité et qui peuvent inspirer l'humain en tout cas. D'accord, ok, hyper intéressant. Non, mais bravo de réussir à être pédagogue sur des sujets qui, à la base, peuvent être casse-pieds ou rébarbatifs pour les gens. Je trouve que c'est un super positionnement et en quelques minutes, tu nous l'expliques de façon hyper intéressante. Est-ce que tu as on va dire, un mindset ou des personnalités que tu trouves pertinentes, des chefs d'entreprise, des gens X, Y ou Z, qui pour toi sont des bons exemples par rapport à notre sujet, qui l'incarnent bien et qui sont peut-être des benchmarks pour nous, pour bien vieillir ou pour être meilleurs dirigeants, créer un meilleur écosystème ? Moi, j'aimerais vieillir comme Jane Goodall, la primatologue, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. C'est une primatologue. Qui s'appelle comment ? Jane Goodall. Jane Goodall, ok. Jane Goodall en anglais. Okay. Une femme qui, moi, m'a beaucoup inspirée petite, qui, si je te fais son histoire, donc c'est une Anglaise qui a eu la possibilité, jeune, d'aller étudier les chimpanzés en Afrique, et qui a découvert, c'est la première femme à avoir découvert que l'homme n'était pas le seul à utiliser des outils, puisque les chimpanzés le faisaient aussi. Donc ça a changé la définition du genre humain. Donc elle a quand même eu ce poids-là dans l'histoire de l'humain. Et quelque part, son vieillissement me fascine. Moi, j'ai eu la chance de la croiser à plusieurs reprises. Elle rayonne beaucoup dans le milieu aussi de protection environnementale. Elle prend cette tournure-là après avoir été scientifique. Oui. Et la manière dont elle vieillit me semble
hyper inspirante parce qu'elle est très tournée vers les jeunes générations. Elle prend beaucoup la parole auprès d'un jeune public qui l'admire, pour ceux qui découvrent son parcours, même tout petit. Elle arrive à les toucher par des histoires. Elle est très bonne aussi pour raconter son histoire, les histoires des animaux qu'elle aime. Elle a vraiment cette pédagogie et cette capacité à incarner ce qu'elle dit. Et là, je te parle sur le plan de ce qu'elle dit, mais la manière dont elle l'incarne, c'est aussi... elle représente pour moi la sérénité du vieillissement. Elle est très en paix, elle a laissé une place dans ce monde... qu'elle estime elle est à la bonne place dans ce monde-là, et tu as l'impression que cette femme-là a vraiment fait ce qu'elle voulait de sa vie. Et moi, je trouve ça hyper inspirant. Quand je pense à plus long terme, j'adorerais, non pas être Jane Goodall, mais me dire à la fin de mon existence, avoir cette sérénité par rapport au fait que j'aurais fait ma part. Oui, je comprends. La sérénité de ne pas jouer un rôle et d'être soi-même et de contribuer sur quelque chose de plus grand que soi, c'est probablement ça qui permet d'avancer et de mieux vieillir. Exactement. Elle a quand même nourri une passion. Elle a écouté ses passions à elle et elle a fait des choses qui sont tournées vers le feu qu'elle avait en elle. Mais à la fin, elle sait qu'elle a impacté à très large échelle. Elle a créé des associations et vraiment, il y a plein d'initiatives qui sont faites dans le monde entier en son nom. Et ouais, je trouve que c'est vraiment l'exemple d'un parcours réussi, tu vois. Moi, je suis plus inspirée par ces parcours-là que des réussites... business, etc. Genre, il y en a que je trouve géniaux et que j'adore écouter et regarder, mais si je parle vraiment d'aspiration profonde... D'accord. C'est mes modèles. Super. Est-ce que tu as un point de vue, une suggestion, un conseil que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Sur tout point. Ouais, ça peut être business, ça peut être perso, ça peut être par rapport à ton métier, ça peut être par rapport à notre époque, quelque chose ou toi, ou un conseil que toi tu aurais aimé qu'on te donne plus jeune sur aujourd'hui, comment avancer par exemple pour les jeunes générations. Peut-être modestement, ce que j'aurais envie de dire s'il y a des jeunes générations qui nous écoutent, d'oser aller suivre un parcours qui leur ressemble, au sens on va tous grandir, avoir une éducation, faire des études qui vont nous prédestiner à une carrière, à un chemin. Et c'est très bien d'avoir des objectifs au départ, mais comme je te le disais sur la question de l'adaptabilité, je pense qu'on créera des générations plus heureuses et plus épanouies si elles apprennent au fur et à mesure à écouter aussi parfois des envies qui vont venir sur le chemin et ne pas juste prendre au pied de la lettre tout ce qui avait été écrit. Je crois que en tout cas autour de moi, ma génération, mes amis que je vois parfois en souffrance, c'est ceux qui avaient sûrement projeté 20 ans auparavant où ils en seraient aujourd'hui, et qui, en faisant des comparatifs, en superposant la réalité de ce qu'ils vont être à 40 ans et de ce qu'ils avaient imaginé être à 40 ans, quand ça colle pas, ça peut créer des grandes souffrances. Là où le fait de se dire que finalement... au fil de l'eau, tu vois ce que t'offrira chaque tranche d'âge. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus savoureux à le vivre comme ça. Donc être plus adaptable et ne pas être trop prédéterminé sur un schéma classique d'études, de job, etc. Et saisir des opportunités qui vont arriver et savoir que le chemin, on a le droit d'avoir un chemin ou un objectif et une arrivée, mais on a le droit aussi finalement dans le trajet de faire une étape ou de prendre un sentier qu'on n'avait pas vu. Exactement, la ligne droite n'est pas toujours la plus intéressante, c'est celle qu'on vise tous. C'est ce fameux fil qu'il faudra défendre toute notre vie sur un CV ou auprès de la famille parce qu'on aura tout coché. Mais quelque part, les chemins parfois les plus tortueux ou hésitants, moi je donne des cours auprès d'étudiants et je les vois parfois effondrés quand ils perdent une année d'études pour x, y, z raisons dans leur parcours et qui se réorientent. Évidemment, moi déjà, j'ai cette vision de dire 1 an dans une vie pour faire exactement ce qu'on aime, ça n'a aucune importance. Mais je me rappelle de la manière dont on vivait de manière douloureuse, le fait que les choses ne se passent pas en mode ligne droite. Et si je refais mon analogie comme depuis le début de ce podcast, le vivant n'évolue pas en ligne droite. Et encore une fois, la biodiversité n'est pas faite pour emprunter un chemin de succès et d'acquérir toujours plus de compétences et d'être de plus en plus performant, mais elle va elle-même trouver des chemins par essai et erreur et à la fin trouver sa place sur notre planète. Superbe. Alors, j'ai une autre question concernant justement comment les animaux, les plantes et comment la biodiversité pourrait être un bon exemple par rapport à nos amis chefs d'entreprise, à nos amis cadres dirigeants.
comment ils pourraient s'inspirer, avec peut-être un exemple concret, de la biodiversité par rapport à notre sujet, qu'est le mindset, qu'est la robustesse, la performance des entreprises. Un exemple que j'aime bien et qui plaît souvent en entreprise, c'est le licaon. C'est un chien sauvage africain. Je ne sais pas si tu vois à quoi il ressemble. Un chien sauvage africain. Non. Ça ressemble à une hyène avec des oreilles rondes. Okay. C'est scientifiquement inexact ce que je viens de dire, mais physiquement, si tu regardes, c'est vraiment un animal qui a vraiment une apparence avec des oreilles assez grandes et rondes. Et ce que je trouve inspirant, en tout cas, chez cette espèce, c'est qu'elle vit en meute. D'accord. C'est souvent des groupes qui choisissent ensemble de s'arrêter pour arrêter la chasse ou de repartir chasser des proies. Et il y a des gens qui décident, il y a des individus qui décident au sein du groupe. D'accord. Souvent, moi, il y a un couple qui est là. Moi, c'est les Balkany pour moi de la savane. C'est eux qui décident de tout. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on part? Mais de temps en temps, il y a le groupe qui peut proposer de sortir d'une aire de repos quand c'est trop long au sens d'un individu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va éternuer. Il y a une sorte de bruit qui ressemble à un éternuement. Si d'autres individus du groupe éternuent juste après et que la majorité, entre guillemets, le fait, c'est une bonne raison pour que Balkany, d'accord ou pas, on y va. Incroyable. Et en entreprise, quand on en parle et qu'on discute de ça avec certains dirigeants ou certaines organisations, ça donne envie de se dire mais comment on pourrait faire pour que nous, dans nos organisations, ce ne soit pas des putsch qui se fassent et l'équipe qui fasse la révolte et s'oppose à un pouvoir en place, mais qu'on ait déjà prévu au sein de la structure des moyens pour certains collaborateurs d'alerter sur le fait que c'est peut-être pas la meilleure idée que d'aller dans cette direction et que si rapidement ça entraîne collectivement l'accord de l'équipe, que ça serve d'alerte en tout cas pour ceux qui ont le pouvoir de potentiellement suivre cette voie. En gros, si je résume, ça peut donner des systèmes de gouvernance collective ou en tout cas d'intelligence collective qui évitent que ce soit toujours les mêmes qui est le mot final et parfois qu'il y ait des contre-pouvoirs qui soient pré-imaginés au sein d'une structure. Ok, super exemple. Merci beaucoup Aïna, c'était un très joli mot de la fin. Merci de t'être déplacée et on te retrouve sur internet, sur ton LinkedIn et aussi je pense que tu pourras partager les différentes publications dont tu as parlé et les différentes personnes pour ceux qui nous ont écoutés et regardés. Merci beaucoup Aïna. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, merci de nous mettre 5 étoiles sur les bonnes plateformes et de le partager à vos amis. À bientôt.